Bonjour et bienvenue à cette sixième capsule du module 3. Le sujet de cette capsule est simple, effectuer des calculs de dilution. La première chose que nous allons faire, c'est d'abord revenir sur la loi qui permet d'effectuer les calculs de dilution simplement. C1V1 égale C2V2 est certainement une relation que vous avez déjà utilisée. Nous allons effectuer un premier exemple de dilution d'un acide, puis nous allons élaborer une séquence de dilution sous contrainte d'équipement en vue d'une analyse par absorption atomique. L'absorption atomique étant une technique de mesure de la concentration d'un élément chimique dans une solution que vous allez utiliser à la 4e session de votre programme d'études. La loi C1V1 égale C2V2. Aussi curieux que cela puisse paraître, imaginez-vous que C1V1 égale C2V2 n'est nul autre qu'une loi de conservation. La relation dit simplement que le produit de la concentration d'une substance, multiplié par le volume dans lequel est contenue cette substance, équivaut au produit de la concentration de cette même substance dans un volume différent, que nous allons appeler volume 2. Il existe donc des équivalences concentration-volume. Est-ce que vous voyez la similitude avec le bilan de matière? Faisons ressortir cela d'abord en effectuant une cancellation des unités. La concentration est exprimée en grammes par litre, alors que le volume est exprimé en litres. Nous effectuons donc la cancellation des unités et vous voyez que les litres se cancellent. Après avoir effectué le produit C1V1, il ne reste donc que les grammes. C'est donc une équivalence de masse. Utilisez la loi de conservation C1V1 égale C2V2 équivaut donc à effectuer du bilan de matière. Décidément, ne trouvez-vous pas qu'il y a du bilan de matière partout? Premier exemple. On vous demande de préparer une solution de 1,5 litre qui aura une concentration de 0,05 mol par litre en utilisant du H2SO4 en bouteille. Première étape, vous recherchez d'abord les informations, à savoir, sur la fiche signalétique du H2SO4, vous retrouverez les informations utiles, comme la masse molaire, qui est de 98 g par mol, la densité de 1,84 g par cm3, la pureté aussi. Dans ce cas-ci, elle est de 96% et c'est une pureté massique, ainsi que divers conseils de santé et sécurité à l'intention de l'utilisateur. Par exemple, le H2SO4 doit être manipulé sous une hotte avec des gants et des lunettes de protection. Étape 2. Calculez la masse d'acide pur requise pour le volume de 1,5 litre. Dans cet exemple, la concentration visée est en mol par litre. Or, vous devez déterminer la masse d'acide que vous allez prélever de la bouteille de H2SO4. Voici comment s'y prendre. Vous avez d'abord votre concentration en mol par litre que vous multipliez par votre volume pour canceller tout simplement les litres. Vous obtenez donc des mols, juste ici. Or, vous devez transformer les mols en masse. Si vous voulez une masse, vous devez donc multiplier par des grammes par mol. Et des grammes par mol, c'est la masse molaire. Quelle est la masse molaire de l'acide sulfurique? On l'a vu tout à l'heure, c'est de 98 grammes par mol. Vous effectuez alors les calculs. 0,05 mol, ici, multiplié par 1,5 litre, qui est le volume de solution à préparer, multiplié par la masse molaire, qui est de 98 grammes par mol, cela va vous donner 7,35 g de H2SO4. C'est donc la masse de H2SO4 qu'il faut prélever si le H2SO4 est pur à 100% dans la bouteille. Évidemment, la pureté dans la bouteille n'est pas de 100%. Il vous faut donc ajuster la masse à prélever en fonction de la pureté. Une pureté s'exprime en massique. C'est ce que vous avez de spécifié sur la fiche signalétique du produit. Pour 96% de pureté de H2SO4 dans la bouteille,
Cela signifie donc qu'à chaque fois que vous avez 100 g de solution, vous avez 96 g de H2SO4. On ajuste alors la masse de solution à prélever, on réutilise la masse de H2SO4 pur et on ajuste de façon à canceller nos unités. Et qu'est-ce qu'on veut canceller? On veut canceller les grammes de H2SO4 pur. Voilà, c'est fait. Comme nous savons que pour chaque 100 g de solution, il y a 96 g de H2SO4, nous devons mettre au dénominateur le 96 g de H2SO4. Une fois le produit effectué, nous obtenons 7,656 g de solution. Il est normal que la masse augmente ici, car étant donné que la solution n'est pas à 100% pure, il faudra bien en prélever une quantité supérieure. Vous comprenez? Étape 4. Il vous faut convertir la masse d'acide en volume d'acide à prélever. Vous comprenez tout de suite qu'une relation très utile sera utilisée ici. Il s'agit encore de la relation entre la masse, le volume et la densité. Qu'est-ce que nous connaissons? Eh bien, nous connaissons la masse de solution à prélever et nous connaissons aussi la densité. Seul petit problème ici, nous connaissons la densité de l'acide sulfurique pur. Or, ici, nous avons calculé une masse de solution qui contient 96% pureté H2SO4. Il va falloir refaire un calcul de densité. Effectuons la conversion masse de solution vers le volume d'acide à prélever. Nous avons notre masse de solution juste ici, que nous avons calculée à l'étape numéro 3, et nous devons multiplier par l'inverse de la densité. Vous comprenez pourquoi? Si nous voulons calculer un volume, il nous faut donc effectuer le rapport masse sur densité. Vous voyez la valeur ici de densité. Est-ce que c'est la densité de l'acide sulfurique pur ou la densité de la solution? Effectivement, c'est la densité de la solution. Comment avons-nous fait pour calculer cette densité? Vous vous rappelez les principes de calcul? Vous trouvez la réponse ci-bas. Nous avons d'abord posé 1 g de solution et nous savons que dans 1 g de solution, nous avons 0,96 g de H2SO4 et que la densité du H2SO4 pur est de 1,84 g par centimètre cube. Ce qui n'est pas du H2SO4, c'est tout simplement de l'eau. Et la densité de l'eau est de 1 g par centimètre cube. Effectuez les calculs et vous trouverez une densité de 1,78 g par centimètre cube pour la solution. Alors, bien important ici d'utiliser la densité de la solution pour vous permettre de canceller les grammes de solution au numérateur et au dénominateur. Vous obtenez donc, à la suite de ce produit, 4,3 cm3 ou 4,3 ml. C'est le volume que vous devez prélever. La procédure à suivre, elle est très simple. Vous versez environ 10 ml de H2SO4 dans un petit bécher de 50 ml. Vous vous rappelez que la bouteille de H2SO4 fait 3 litres ou 4 litres. Rappelez-vous que la priorité, c'est la santé et la sécurité. Il est préférable d'en verser un peu plus dans un bécher un peu plus grand que d'essayer de verser la quantité précise dans un tout petit cylindre gradué à partir d'une grosse bouteille. Vous prenez votre contenant de 1,5 litres et vous le remplissez d'eau distillée à environ 50% du volume. Vous prélevez votre 4,3 ml de H2SO4 à partir de votre bécher de 50 ml qui contenait environ 10 ml d'acide. Vous déposez ce volume dans un contenant de 1,5 litres qui, rappelons-le, contient déjà 50% d'eau distillée. Vous ajustez le volume avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Assurez-vous d'utiliser un contenant qui possède un trait de jauge qui va vous indiquer précisément que le volume maximal du contenant est atteint. Nous sommes prêts pour un deuxième exemple. Dans celui-ci, on vous demande de préparer une solution entre 0,5 et 1,5 ppm de zinc en vue d'une analyse par absorption atomique. Pour la plupart d'entre vous, l'appareil d'absorption atomique vous est probablement méconnu. Vous utiliserez cet appareil lors de votre 4e session dans le cours de production des métaux. Mais rappelez-vous ici, l'appareil est une chose et le principe de dilution, c'est une autre chose.
Pour atteindre 0,5 et 1,5 ppm de zinc, vous avez estimé que dans la solution actuelle que vous possédez, vous avez environ 45 grammes de zinc par litre. Vous comprenez que vous devez diluer passablement, puisque de 45 grammes de zinc par litre, il vous faut atteindre entre 0,5 et 1,5 ppm de zinc par litre. Des ppm, on le rappelle, ce sont des parties par million. La première étape est d'évaluer quelles sont les contraintes. En effet, lorsque l'on effectue des calculs de dilution, nous ne possédons pas toujours tous les équipements. Qu'avons-nous de disponible dans notre laboratoire? Eh bien, vous avez des pipettes mécaniques de 1 ml et de 0,1 ml. Vous avez des fioles jaugées de 50 ml, 100 ml et 200 ml. Il vous faut donc fonctionner avec ces équipements. Que faut-il entendre par là? Eh bien, à supposer que vous avez besoin de prélever 0,5 ml, mais que vous avez une pipette qui prélève soit 1 ml ou soit 0,1 ml. Rappelez-vous que si vous avez calculé que vous avez besoin de 0,5 ml, c'est donc dire qu'il vous faudra prélever 5 fois la quantité de 0,1 ml. Mais 5 fois la quantité de 0,1 ml, n'est-ce pas selon vous 5 fois la source d'erreur? Effectivement, plus vous prélevez souvent avec une pipette, plus il y a d'erreurs commises par le manipulateur. Rappelez-vous que la pipette, elle aussi, possède un certain degré de précision. Est-ce que vous allez penser que les erreurs se cancellent? Pas du tout, elles peuvent très bien s'additionner si vous êtes un peu fort sur la pipette. Même chose pour les fioles jaugées. Si vous calculez que vous avez besoin de prélever 0,1 ml et que vous devez mettre ce 0,1 ml dans une fiole de 1500 ml, mais rappelez-vous que la fiole de 1500 ml n'existe pas. Alors, à quoi cela sert-il de prélever une quantité de 0,1 ml s'il faut la déposer dans une fiole qui n'existe pas? Ainsi, il faut toujours garder à l'esprit les contraintes d'équipement et d'instruments que vous avez. La deuxième étape, c'est de calculer l'intervalle des facteurs de dilution admissibles. Vous avez 45 grammes de zinc par litre et vous voulez entre 0,5 et 1,5 ppm. Quels sont les facteurs de dilution selon vous? Eh bien, il vous faut une bonne compréhension de ce que veut dire 45 grammes de zinc par litre. Le savez-vous? 45 grammes de zinc par litre, c'est 45 000 ppm. Et il vous faut vous rendre entre 0,5 et 1,5 ppm. Alors, quels seront les facteurs de dilution? Vous pouvez calculer votre facteur de dilution minimum, tout simplement en prenant votre concentration actuelle et en la divisant par la borne supérieure de concentration admissible. Vous allez vous retrouver avec un facteur de dilution de 30 000 qui n'a pas d'unité. Vous voyez bien pourquoi. Regardez à gauche, les ppm se cancellent. Il n'y a donc pas d'unité pour le facteur de dilution. Pour le facteur de dilution maximum, vous prenez toujours la concentration actuelle, qui est de 45 000 ppm, et vous la divisez par la borne inférieure de concentration admissible, qui est 0,5 ppm. Vous obtenez donc un facteur de dilution de 90 000. Il vous faut donc alors choisir un facteur entre 30 000 et 90 000. Voyons ce que cela veut dire. Vous choisissez un facteur de dilution qui respecte les contraintes. On rappelle les instruments. 2 pipettes mécaniques, une de 1 ml et une autre de 0,1 ml. Vous avez aussi des fioles jaugées de 50 ml, 100 ml et 200 ml. Pouvez-vous diluer en une seule étape? Essayez pour voir. Êtes-vous capable? Si vous voulez diluer en une seule étape, que devriez-vous prendre comme équipement? Eh bien, il n'y a pas de doute que vous devriez prendre la fiole de 200 ml, puisque c'est elle qui a le plus de volume. Et si vous voulez diluer beaucoup, devriez-vous prélever une petite quantité? Rappelons ici que 1 ml est une grande quantité par rapport à 0,1 ml. Je pense que vous avez deviné. Vous allez choisir 0,1 ml. Quel est le facteur de dilution que cela vous donne? Eh bien, si vous prélevez une quantité de 0,1 ml et que vous complétez avec de l'eau distillée jusqu'à 200 ml, vous allez donc avoir un facteur de dilution de 2000, puisque 200 ml divisé par 0,1 ml donne 2000. Mais quelle était la borne de facteur de dilution admissible? Vous vous rappelez? C'était entre 30 000 et 90 000. Vous voyez qu'on est
très loin du facteur de dilution minimum. Nous voulions entre 30 000 et 90 000 et vous n'avez atteint qu'un maigre 2 000. Impossible. Si vous voulez diluer en une seule étape, il va vous falloir une fiole de 3 litres. C'est dommage, mais nous n'avons pas une fiole de 3 litres. Recommençons en utilisant un double processus. Un double processus implique une double dilution. Regardons les combinaisons possibles. Une séquence de dilution dont le facteur de dilution global sera entre 30 000 et 90 000. Ça vous plairait? Voici comment on pourrait y arriver. Si vous prélevez 1 ml et que vous le diluez dans une fiole de 200 ml, vous allez donc obtenir un facteur de 200. Ensuite, vous reprélevez 1 ml du volume obtenu et vous le déposez dans une autre fiole de 200 ml. Vous voyez, vous avez une seconde fois un facteur de 200. Au total, 200 multiplié par 200 vous donne donc 40 000 de facteurs de dilution. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que 40 000 est situé entre 30 000 et 90 000? Je pense bien que oui. Alors, quelle est la concentration que vous allez obtenir? Eh bien, 45 000 ppm, qui est votre concentration d'origine, divisé par 40 000, va vous donner 1,125 ppm. C'est parfait, vous êtes entre 0,5 et 1,5 ppm, tel que demandé pour l'analyse par absorption atomique. Comme dernière étape, il vous faut réaliser la séquence de dilution. Il est très important d'écrire la séquence de dilution sur papier, car lorsque vous avez la pipette mécanique et les fioles devant vous, ce n'est pas le temps de réfléchir, c'est seulement le temps d'exécuter. Il faut donc avoir une petite feuille de papier à ses côtés pour effectuer la dilution correctement. Alors, vous prenez d'abord une fiole que vous allez identifier comme étant la fiole numéro 1, qui est une fiole de 200 ml. Vous allez remplir cette fiole de 200 ml à 50% avec de l'eau distillée. Vous prélevez 1 ml de la solution mère, c'est-à-dire qui contient 45 g de zinc par litre. Vous déposez ce volume de 1 ml dans la fiole numéro 1. Vous complétez le volume jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Bien boucher la fiole et agiter pendant 15 secondes pour homogénéiser le mélange. Vous savez donc que votre fiole contient une concentration de 225 ppm. Petite parenthèse ici, il est bien important d'ajuster le volume avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Le trait de jauge vous est montré ici. C'est ce que vous voyez sur chaque fiole. Que veut dire ajuster le volume? Eh bien, vous devez mettre votre œil au niveau du trait de jauge et vous devez effectuer l'ajustement final précisément. Que veut dire précisément? Le centre du ménisque doit arriver au même niveau que le trait de jauge. Lorsque c'est le cas, vous avez exactement le volume tel que défini par le fabricant de la fiole. Nous n'avons pas fini notre séquence de dilution, nous devons poursuivre avec une deuxième fiole. Alors, vous prenez la fiole numéro 2, qui est une fiole de 200 ml. Vous remplissez la fiole numéro 2 à 50% avec de l'eau distillée. Ensuite, vous pipetez 1 ml de la première fiole de 200 ml qui contient 225 ppm de zinc. Vous déposez ce volume de 1 ml dans la fiole numéro 2 et vous complétez le volume de la fiole numéro 2 jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. Bouchez bien la fiole et agitez pendant 15 secondes. Vous refaites vos calculs de dilution et vous voyez que si vous prélevez 1 ml d'une fiole qui contenait 225 ppm et que vous mettez ce volume dans une fiole de 200 ml, vous obtenez une concentration finale de 1,125 ppm. C'est parfait. Votre séquence de dilution en 2 étapes vous a permis d'obtenir une solution qui a la concentration que l'appareil d'absorption atomique pourra analyser. Bravo! Quelques erreurs courantes en dilution. Et ici, ce sont les principales erreurs que les étudiants ont pu commettre au cours des dernières années. Apprenez à ne pas les faire.
La première erreur est de prélever un volume incorrect avec la pipette mécanique. Ceci est habituellement dû au fait d'une mauvaise utilisation de la pipette mécanique. Assurez-vous d'avoir bien compris son fonctionnement avec une petite formation de 5 à 10 minutes en compagnie du technicien ou d'un professeur. La deuxième erreur, c'est effectivement les erreurs de calcul dans les facteurs de dilution. Il faut diviser votre concentration de la solution mère par la concentration visée. Dans notre cas, nous avions une concentration de la solution mère qui était de 45 000 ppm de zinc. Il faut toujours diviser cette concentration par les concentrations de l'intervalle visé en vue de l'analyse. Il ne faut pas effectuer une multiplication, sinon vous allez obtenir des ppm au carré. Une autre erreur fréquente est d'oublier d'agiter les fioles lors de la séquence de dilution. En effet, si vous n'agitez pas la solution qui est dans la fiole numéro 1 et que vous effectuez un prélèvement en vue de produire une nouvelle concentration dans une fiole numéro 2, il va arriver la chose suivante. Généralement, lorsque vous pipetez à peu près à cette hauteur, c'est-à-dire dans la portion supérieure de la fiole. Or, si le liquide dans la fiole n'est pas homogène, vous risquez de prélever un volume qui ne possède pas la concentration si le liquide avait été bien agité. Certains étudiants ne respectent pas bien le trait de jauge. Il est évident que pour une fiole de 500 ml, effectuer une erreur de 0,5 ml ne changera pas grand-chose. Mais lorsque vous utilisez des fioles de 50 ml et que vous faites une erreur de 1 ml, c'est quand même une erreur de 2%. On peut dire ici que l'erreur est non négligeable. Une autre erreur que nous avons remarquée est l'utilisation de l'eau courante, ce qui crée beaucoup d'interférences lors de l'analyse par absorption atomique. Toujours prendre de l'eau distillée. L'eau courante contient toutes sortes d'autres minéraux qui causent des interférences lors des analyses. Utilisez de l'eau distillée. Nous avons les appareils et les filtres pour vous en fournir en quantité. C'est déjà la fin de cette capsule 3.6. Il y a plusieurs exemples à réaliser sur NetQuiz Pro en dilution. Merci de votre attention et à bientôt.